veulent défricher des terrains inexplorés et les mettre en valeur. De retrouver cette humanité commune qui nous unit, que ce soit d'un continent à l'autre, que ce soit au centre-ville de Sherbrooke. Alors bonjour, merci d'être ici, tout le monde. Alors Christelle et Angèle ici. Et Véronique nous a invités à parler ce matin de l'inclusion. Et on a accepté de parler de l'inclusion, ça faisait un bon bout qu'on a accepté de parler de ça. Mais tout a changé il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, j'ai animé pour le Festival Cinéma du Monde de Sherbrooke, salut Manika, une séance, un documentaire qui s'appelait L'Envol, fait par le groupe 5 à 7 ici à Sherbrooke. Et lors de ce documentaire-là, les jeunes dans ce documentaire, c'était sur la transition entre l'âge adolescence et l'âge adulte. Et lors de ce documentaire, j'ai été vraiment impressionnée par l'intimité que nous partageaient ces jeunes. Comme ils s'ouvraient de manière, ils nous partageaient des choses que ça m'a laissé complètement bouche bée. Et alors, dans la période de questions après, je leur ai demandé, mais comment est-ce que vous faites pour comme vous dénuder comme ça devant l'appareil? Et un jeune homme brillant m'a répondu, écoute, c'est d'une certaine manière, on est obligé. À partir du moment que tu attends qu'un spectateur prenne le temps de venir et prenne le temps de voir ce que tu es en train de faire, tu n'as aucune autre option que d'avoir un devoir de complètement te livrer, de rentrer dans une relation d'authenticité, d'humilité avec le spectateur qui est devant. J'étais comme, waouh, il est vraiment brillant. Et à partir de ce moment-là, j'ai été effrayée par ce qu'il fallait que je fasse ce matin. Alors, j'ai passé la dernière semaine avec Véronique, avec Angèle, avec Cathy qui est quelque part, à parler sur la conférence de ce matin et à essayer de m'auto-exclure de la discussion sur l'inclusion. J'ai Angèle avec moi, elle a une expérience d'une vie, c'est une poète, elle va le faire comme tellement 10 000 fois mieux que moi, et je n'ai pas besoin d'être ici. Enfin, ils m'ont convaincu qu'il ne fallait pas faire de l'exclusion sur l'inclusion, et dans ce cas-là, finalement, ce matin, je suis ici, encore effrayée, mais on va vous présenter notre excursion dans l'inclusion. Alors, une petite mise en garde, on va utiliser un outil qui s'appelle Prezi. C'est la première fois qu'on l'utilise. Je me suis amusée avec ça cette semaine. S'il y a des choses qui ne marchent pas, je suis désolée, on va faire avec. Et la deuxième mise en garde, c'est que je pleure très facilement. J'ai lutté pendant des années contre ça. J'ai 5 petits frères et sœurs et ils ont passé des années à se moquer de moi. Je me suis vraiment sentie, c'est vraiment, je trouve, quelque chose qui est un problème parce que ça m'empêche d'avoir des discussions. Je me suis sentie mieux quand j'ai appris le mot anglais « lachrymose ». L'adjectif « lachrymose » vient du latin « lacrimosus », du nom « lacrima » qui signifie « déchirure ». Lachrymose n'est pas apparu en anglais jusqu'en 1700 quelque chose. Et lachrymose s'applique généralement à une personne qui est émue aux larmes à cause d'émotions fortes ou de quelque chose qui stimule de tels sentiments. Alors maintenant, c'est génial parce que quand je me présente, je peux dire « Je m'appelle Christelle Holliday and I am lachrymose ». C'est beaucoup plus facile que de dire « Je pleure comme un bébé au moins une fois par jour ». C'est ma mise en garde. Je vais probablement pleurer ce matin. Ce n'est pas parce que je suis triste ou même parce que je rentre dans des émotions fortes que je n'ai pas réglées, ou peut-être en effet je ne les ai pas réglées, mais ça c'est une autre discussion. C'est simplement parce que mes émotions sortent de mes yeux. Et je suis désolée, mais c'est comme ça. Alors voilà, c'était ma petite mise en garde et maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, si j'arrive à faire fonctionner ces choses. OK, voilà, on est dans l'inclusion. Et on commence. Baby boomer, xennial, campagne, ville, québécoise, européenne. Alors, on a beaucoup réfléchi, Angèle et moi, sur comment traiter la thématique de l'inclusion. Et en fait, par rapport au théâtre aussi, et par rapport à comment on arrive à cette vision commune. Et ce qu'on a décidé, c'est de voir comment est-ce que 2 personnes tellement différentes sont arrivées à trouver un cheminement dans leur vie
qui arrivent à cette vision commune avec le privilège qu'elles ont de co-diriger une compagnie de théâtre. Et comment l'inclusion, c'est une clé essentielle à cela. Alors, c'est sûr que dès qu'on a commencé à parler de l'inclusion, on ne pouvait forcément échapper l'exclusion. L'un va avec l'autre. Alors, c'est vraiment sur ce chemin-là sur lequel on vous amène ce matin. Et là, on va voir si le précis marche comme je veux. Yes! Alors, j'ai vécu ce que je considère qui a été une vie privilégiée. Je suis très consciente de cela quand je vais parler ce matin. J'ai été entourée d'amour dans mon enfance, de parents qui ont vraiment tout fait pour nous et avec des opportunités palpitantes. Ce qui suit, c'est vraiment simplement des observations sur comment certains éléments ont eu un effet par rapport à la vision participative au théâtre. C'est vraiment, mais vraiment pas un chialage sur une enfance terrible. J'ai une enfance magnifique. Alors, on commence. J'ai un papa britannique. Alors, me voici en Angleterre. J'ai une maman française. Me voici en France. Ensuite, on a déménagé en Espagne. C'est là où j'ai grandi, à Madrid. Ensuite, après l'Espagne, j'ai redéménagé en tant que jeune adulte en Angleterre pour aller à l'université. Là, il y a plusieurs gens dans cette pièce aujourd'hui qui savent ma réputation comme étant quelqu'un de bordélique. J'ai essayé, pour la forme, de trouver des images où on ne voyait pas mon bordel, mais c'est impossible. Alors là, vous voyez, je suis en train d'étudier l'éthique et je suis dans un environnement très zen. Ensuite, après plusieurs années en Angleterre, j'ai quitté, voici mon salon, quand j'étais en train de quitter et faire mon déménagement. Et je suis rentrée dans la voiture avec mon petit toutou Sylvestre qui est encore sur mon lit à ce jour, au grand désespoir de mon chum. Voici mon salon avec mon bordel au Burkina Faso. J'ai ramené mon bordel... Oh, je viens de voir quelque chose. Je viens de ramener mon bordel en France et je viens de voir que les rideaux que vous avez là, ils ont été transformés en jupe après, que je porte. J'ai ensuite déménagé. Là, j'ai atterri dans le salon de ma sœur à Montréal. Et là, vous voyez, je n'ai pas pris beaucoup de temps à faire le bordel dans son salon. Et pourquoi ici? Parce qu'apparemment, l'homme idéal existe et il est québécois. Il est là. Là, on déménage et on est arrivé à Racine. Et à Racine, ensuite, il y a eu un déménagement à Sherbrooke. Ensuite, il y a eu un déménagement. Maintenant, en fait, je vis entre deux villes. La moitié de ma vie se fait à Sherbrooke et la moitié de ma vie se fait à Montréal. Ma famille, elle, n'a pas arrêté. C'est vraiment, c'est dans les gènes. Il y a eu l'Espagne, ensuite il y a eu les États-Unis, ensuite il y a eu la Suisse, il y a eu l'Hongrie, il y a eu la Belgique, il y a eu un retour à Paris, un retour aux États-Unis, un autre retour à Paris. L'année prochaine, mon père, il déménage en Équateur. On est présentement 3 sœurs ici au Québec, 2 frangins en Angleterre, une maman et un beau-papa à Paris, un papa et une belle-maman et une petite sœur présentement en Belgique, mais que bientôt ils vont partir. Ça, c'était la première chose que je voulais vous partager. La deuxième... Encore, on va voir si ça marche. Alors, voici mon école à Madrid. C'était sur la calle Martínez Campos. Et voilà, on est dépendant de votre bus et des uniformes. Soit on était cute ou soit on n'était pas cute. Et voilà, moi et mon papa. Et une de mes petites sœurs, c'est son anniversaire aujourd'hui. Et mon papa, eh bien oui, fut le directeur de mon école, du primaire jusqu'au temps que je quitte l'université. Ma maman fut aussi professeure à cette école. Et on peut vous dire, quand on en connaît, on sait ce que ça veut dire l'exclusion quand ton papa est directeur d'école. Mais ça n'a pas affecté la relation avec nos parents, sauf qu'on faisait des misères à mon papa. C'était peut-être une idée de reprendre le contrôle. Et, mais maintenant, on est bien plus sage, on va voir des spectacles avec lui et tout. Et aussi, on adore notre maman. Alors, voilà. Dans le cadre d'inclusion-exclusion, c'est quoi les conséquences de déménager de pays en pays ou d'avoir ton père comme directeur? Eh bien, point 1, tu n'appartiens à aucun pays. Et tu apprends que cette non-appartenance devient ton identité et tu apprends que tu es complètement correct avec ça. Quand on habitait dans le nord de l'Angleterre et qu'on parlait seulement français à la maison, c'était la règle de mes parents, on était les weird Frenchies. On ne faisait pas vraiment partie de la société anglaise en tant que telle.
Quand on était dans notre maison en France, dans le sud-ouest, ma mère qui est 100% française, mon grand-papa qui venait du coin, eh ben, on était des bizarres d'anglo. Non plus, on ne faisait pas partie de la société à 100% en tant que telle. En Espagne, on était les gringos, qui parlaient avec un accent. Quand j'ai redéménagé en Angleterre pour mes études, je n'avais aucun repère de la culture anglaise et je faisais des petites fautes de syntaxe dans mes phrases. Alors j'étais de nouveau l'étrangère. Ensuite, j'ai déménagé au Burkina, j'étais la blanche. Et ensuite, j'ai déménagé au Québec. Le premier soir à Sherbrooke, j'étais toute seule dans l'appart de mon chum et les deux colocs housemates qui étaient là m'ont dit « On haït les Anglais ici. » Bon, toi là, t'es correct, mais on haït les Anglais. Là, j'ai appris que j'étais anglophone. Point 2. Tu n'as pas de connaissance profonde d'une seule culture. Et il faut que tu fasses la paix avec ça. Tu prends ce qui t'intéresse de chacun, parce qu'en fait, tu n'as pas le temps. Tu as tellement d'autres des pays, de la famille, partout, tu n'as pas le temps. Alors, comme c'est correct comme ça, je suis par exemple très à l'aise à avouer que je n'ai jamais vu un seul épisode de Monty Python. Et ici, quand je suis arrivée, quand les gens ont appris que j'étais moitié britannique, tout le monde me demandait « Oh my God, Monty Python, Mr. Bean, c'est incroyable. » Je n'ai jamais vu. Par contre, je peux vous reciter, grosso modo, tous les petits détails qui ont à voir avec le Brexit. Ou, j'adore le flamenco, j'adore la rumba, mais le seul journal espagnol que je lisais, c'était le Marca, le journal sportif, parce que je trouvais les autres complètement plates, ça ne m'intéressait pas. Ou, et là c'est quelque chose que je vais vraiment vous avouer, j'ai jamais pris, depuis que je suis ici, le temps, j'ai dit ça en étant dans le milieu des arts et la culture, je me suis bien consciente, de lire des livres d'auteurs québécois francophones. Mais par contre, je suis une obsédée sans fin de Radio-Canada que j'écoute tout le temps, chaque jour. C'est une obsession. Et encore, moi, je suis très correcte avec ça. Je suis consciente qu'il y a 10 000 choses que je vais louper, qu'il y a plein de blagues que je ne vais pas comprendre, qu'il y a des repères que je ne connaîtrai pas. Point 3. Tu passes tellement de temps à découvrir des nouvelles cultures qu'il faut que tu sois curieux. Tu as vraiment envie de cogner à la porte de tes voisins et connaître qui ils sont. L'idée de ne pas vouloir rencontrer les autres, à écouter leur parcours, etc., ne passe pas par la tête. Il faut que tu ailles dans la rue, il faut que tu ailles vivre la rue et rencontrer tes voisins. Point 4. Quand tu as vécu ayant ton papa comme directeur d'école pendant toute ta vie scolaire, tu vas faire deux choses. Tu vas avoir une très grande éthique de travail parce que tu ne veux jamais que quelqu'un te dise que tu as réussi cela à cause de ton papa. Et tu vas passer le restant de ta vie à essayer d'assurer que personne ne soit exclu dû à un élément ou un critère aléatoire de ta vie sur la vie de quelqu'un sur lequel il n'a aucun contrôle. Point 5. Nous sommes une famille très, très soudée, même si on n'habite pas sur le même continent. On s'envoie des centaines et des centaines de messages WhatsApp par semaine. Je passe la plupart de mon temps avec mon téléphone sur silence parce que les notifications, ils n'arrêtent pas. On adore faire la fête. On adore célébrer, se rassembler. Même, on adore créer des concepts de fêtes thématiques. Même si on va être une demi-douzaine de personnes dans la salle, on veut vraiment créer des moments où on est ensemble. Parce que ces moments d'être ensemble ont été la clé à travers toute notre enfance. Alors, voilà. Je passe la parole à Angèle pour la prochaine partie. Bon, beaucoup d'énergie, hein? Merci Véronique pour l'invitation. Le thème de l'inclusion, pour moi, je me suis dit, quand on nous a demandé de parler de ça, dans le fond, on nous a demandé de parler du monde, de l'univers, d'à peu près tout ce qui existe, parce que pour moi, ça englobe tout. C'est l'histoire du monde, c'est l'histoire de nos choix, c'est l'histoire des guerres, c'est l'histoire de nos activités. En quelque part, on pousse quelqu'un à l'extérieur ou on attire quelqu'un vers nous. J'ai trouvé le sujet très, très vaste. Puis, tranquillement, Véronique nous a ramenés à nous. Alors, le chemin va se faire de nous. Moi, je suis née au milieu des années 50. Alors, j'ai un petit peu plus, une année ou deux de plus que Christelle. Et c'est mon père et ma mère. On est dans les années 50 d'un Québec extrêmement religieux, austère. On n'est pas encore aux grandes réformes gouvernementales. Et je viens d'un milieu rural, très éloigné dans les Hautes-Laurentides. Donc, après la conception, l'annonciation, ça s'appelait l'Ascension, puis c'était avant la contraception des années 50.
Donc, les Hautes-Laurentides, pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement signifiant parce que c'est la plus vieille chaîne de montagnes au monde. Et la ferme où on demeurait était sur le dessus de la chaîne des montagnes des Laurentides. Alors, c'est moi, à gauche, nous sommes toujours 7 enfants. C'est avec mon frère et ma soeur plus vieux que moi. Alors, j'avais 3 ans. Vous voyez, j'étais en pleine forme, vraiment très active. Je ne bougeais pas du tout. Et ça vous donne un peu une idée du monde dans lequel on vivait. Vous voyez, c'est très agricole. C'était le moment de faire l'avoine à l'automne. Alors, tous les voisins, tout le milieu se ramassait, puis on faisait comme ça d'une place à l'autre pour battre l'avoine, pour battre le grain. Moi, je suis complètement à droite, la tête dans un sac de quelque chose. Ça devait être intéressant. En tout cas, j'étais plongée là-dedans. C'est le milieu dans lequel je suis née et dans lequel j'ai grandi. Et ce milieu-là est resté presque toute ma vie parce que mon père a toujours choisi de ne pas se mettre à l'ère du temps de la machinerie et de l'agriculture moderne parce que pour lui, toute sa famille avait défriché les terres avec beaucoup d'énergie. Il n'était pas question qu'une machine allait briser ça. Alors, il a vraiment exclu carrément de sa vie une certaine modernisation au niveau, je dirais, technologique, mais pas au niveau intellectuel. Alors, c'est la ferme où je suis née, où j'ai grandi. Les vaches, les chevaux, les poules, ça fait partie de mon quotidien. Ça faisait partie aussi de ce qui nous habitait et de tous les jours. Et quand je vous dis qu'on avait vraiment une méthode assez traditionnelle, mais même pour ramasser le foin tout l'été, il n'était pas question même de faire des balles de foin parce que le foin n'allait pas être assez ventilé, c'était pas bon pour les vaches, il avait besoin d'une meilleure santé, comme vous voyez un peu son esprit. Mais il avait totalement raison. Alors, c'était comme ça aussi, le travail avec les chevaux, le travail de la terre, un homme, une charrue, un cheval, avec des dizaines et des dizaines d'arcs à labourer. C'était complètement fou, mais c'était aussi un moment méditatif pour lui. Et ces moments de méditation-là ont beaucoup teinté notre façon de voir les choses. Et l'hiver aussi. Quand on était jeune, entre les années 55 et 63, je dis 63 parce qu'il y a eu vraiment un grand changement, on avait une lumière dans la maison, nous, très peu d'électricité. Et à tous les soirs, pour les personnes qui connaissent cette histoire-là, il y avait le chapelet en famille avec le cardinal Léger à la radio, à 7 heures à tous les soirs. Donc, à 7 heures à tous les soirs, nous, on avait une boîte à bois, on chauffait au bois, on se mettait à genoux, tous les enfants autour de la boîte à bois. Mon père, ma mère ouvrait la radio, Dieu vous salue Marie, pleine de grâce, on faisait tout le chapelet, c'était un chapelet, hein? Notre père, tout le kit. Quand c'était terminé, mon père sortait son violon, son harmonica, puis commençait à jouer de la musique, ma mère chantait, puis au moins pendant une demi-heure, on chantait et on dansait. Tous les soirs de la semaine, toute l'année durant, après la prière, c'était le moment de chanter, de danser avant d'aller au lit. Et c'est vraiment resté chez nous, ça, ce moment-là de la musique, de la fête, d'être ensemble. Et c'était aussi un moment très apaisant et très unificateur. On est très, comme Christelle, famille très serrée. Quand l'école a commencé, j'ai commencé à voir que c'était différent chez nous. Sur la ferme, tant qu'on ne va pas à l'école, c'est comme dans nos familles, il y a un cocon qui est là. Nous, on venait du milieu rural, on était plusieurs familles à venir du milieu rural. Au village, il y avait les gens plus riches, pas vraiment plus riches, mais plus riches. Nous, on arrivait au village avec des bottines, eux autres, ils arrivaient avec des souliers. Nous, on avait un vieux manteau de ferme, on sentait un peu la vache, eux autres, non. Alors, rapidement, on a vu que quand on arrivait à l'école, nous, on était toujours en arrière de la classe pour ne pas trop sentir. Je dis nous, mais on était plusieurs personnes sur les fermes. On n'était jamais en premier dans les lignes de ballon. On n'était jamais choisi les premiers. Et là, moi, je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça? Et quand on voulait être les premiers, il fallait le troquer. Il fallait, OK, tu me donnes des notes, on fait tes devoirs. Déjà, dans ces années-là, c'est des choses qui existaient. Mais moi, je ne pouvais pas accepter ça. Alors, ça m'a valu pas mal de rebuffades, c'est certain, parce que je ne me soumettais pas à ça, je ne comprenais pas ça. Et je me demandais toujours, mais pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Alors, à chaque printemps, à chaque automne, chez nous, je reviens chez nous un peu, il y avait les labours. À chaque printemps, on se promenait dans les champs et on ramassait les roches. C'était des terres de roches. Puis, ça recommençait tout le temps, puis je bougonnais un peu. Je disais à mon père, mais pourquoi est-ce qu'il faut commencer à ramasser les roches à chaque année? On les a ramassées une fois, mais il me semble que ça devrait être réglé pour la vie. Puis lui, il me disait, écoute bien, là, si tu veux cultiver, il va falloir que tu apprennes qu'à chaque année, la terre pousse les roches à l'extérieur.
Puis si tu veux entretenir ton jardin, il va falloir que tu les ramasses. Moi, j'avais pris ça premier niveau, puis j'ai pris après que c'était plus que premier niveau. C'est l'histoire de ma vie. À chaque jour, il y a des roches qui sortent, puis il faut que je les ramasse. Puis quand on avait terminé notre journée, vous voyez un peu ça, c'est une petite partie, mais tout le tour, presque à 360 degrés, c'est la chaîne de montagne des Laurentides, on est au-dessus. Il y avait une immense roche, on s'assoyait là-dessus, puis on ne disait rien, on regardait. On regardait à l'horizon. Puis j'avais l'impression qu'il savait ce qui se passait dans ma tête. Je me disais, il me semble qu'il sait ce qui se passe. Puis il me disait, OK, regarde l'autre côté des montagnes. Essaie d'imaginer qu'est-ce que tu penses qu'il y a de l'autre côté. Nous, à la différence de Christiane, on n'était jamais sortis de chez nous, sinon aller au village puis revenir. Puis lui, il nous poussait à dire, mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Qu'est-ce que tu penses qui se passe? Qui vit là? Comment? Essaie de le voir. Imagine qu'est-ce qu'il y a à l'autre bord des montagnes. Puis je disais, je ne sais pas. Imagine. Trouve pas la réponse. Accepte de ne pas avoir la réponse. Accepte de chercher. Accepte de ne pas savoir. Mais continue à imaginer qu'est-ce qu'il y a à l'autre bord. Parce qu'il dit, tu sais, moi, là, je vais à l'église, là, mais je ne sais même pas si Dieu existe. Mais j'y crois, il faut que j'y croie, parce que c'est ça qui me donne l'espoir. Alors, si tu continues d'imaginer qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté des montagnes, peut-être que tu vas te rendre. Et c'est venu vraiment semer chez moi quelque chose de vraiment, vraiment important. J'ai réalisé à ce moment-là que l'inclusion ou l'exclusion, ce n'était pas quelque chose entre moi et les autres. C'était quelque chose entre moi et la vie. C'était mon choix de vie. J'ai réalisé que dans les montagnes, face à toute cette vie-là, j'en faisais partie. J'en faisais nécessairement partie. Alors, ça mettait toute une dimension différente dans ma façon de voir mon lien avec les autres et dans ma façon d'imaginer comment j'allais être avec les autres. Alors, c'est ce qui a semé pour moi toute ma vision, et même plus tard au théâtre, de ce que c'est l'inclusion, mais tout l'imaginaire, avoir l'espace pour imaginer aussi. Alors là, j'arrive à l'adolescence. Vous voyez? Je commence à apprendre l'autodérision, puis Fifi Brédassier m'a beaucoup influencée. Alors, pour les personnes qui connaissaient un peu cette émission-là, c'est une jeune fille assez organisée, désorganisée aussi, dans ses affaires. Je la trouvais vraiment le fun. Moi, j'avais des choses à dire et je me disais, mon imaginaire, il me dit que je peux aller ailleurs. Il y a d'autres choses, il y a d'autres mondes, il y a d'autres espaces et j'ai envie d'y aller. Et ce personnage-là me disait, bien, c'est possible d'y aller. Alors, je suis partie. Je suis partie à Jonquière. Je suis allée faire mon cours en communication. Et ça, c'était la belle gang complètement désorganisée de communication. On est au début des années 70, avec tout ce qui se passe au Québec dans les années 70, où tout était possible. Mais Pierre, on travaillait en noir et blanc, avec des grosses bobines de noir et blanc, puis on collait nos bobines pour faire du montage. Alors, j'ai appris la scénarisation, le montage, le son, l'animation, la réalisation, tout ce qui concerne le montage vidéo et la télévision. Puis, la même année, dans les mêmes années, j'ai rencontré mon conjoint Bernard. J'avais 18 ans. 40 ans plus tard, on est toujours ensemble. Et à la fin de mes études, j'ai voulu travailler, on est toujours au milieu, fin des années 70, j'ai voulu travailler en réalisation, en télévision, mais là, j'ai frappé une porte, vraiment une porte, parce que à ce moment-là, pour travailler dans le milieu, c'était pas évident comme femme. Et si j'étais pas bonne avec quelqu'un, ben bon, vous voyez ce qu'on veut dire, mais toi, chum, avec le réalisateur, ça va bien aller. Encore là, j'avais l'impression de revenir dans mon enfance, mais je me suis dit, non, il n'y en a pas question. Je ne vais pas jouer ce jeu-là. Je peux aller ailleurs, je sais qu'il y a d'autres possibilités. Alors, je suis partie et je suis arrivée à Sherbrooke. Et à Sherbrooke, il y avait... Ah, non, c'est vrai! Et à Sherbrooke, avant, l'année qu'on est arrivé à Sherbrooke, Bernard et moi, on a décidé de se marier. Pour vrai, là, la robe en blanc, tout le kit, avec des roches. Avec des roches, on était à l'Ascension, chez mes parents, ça s'est fait à l'extérieur. Et on voulait ça comme ça, dans le milieu des champs, les fleurs, les vaches, tout le monde, les amis, tout le monde était là. Je suis arrivée à l'option théâtre et la première année, il s'est monté une création un peu folle, Wouf Wouf de Sauvageau. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent l'œuvre. C'est absolument aucun bon sens, 4 heures sur scène. Et moi, j'étais au milieu, en plein milieu. En avant, je jouais une chanteuse française. Imaginez l'allure, vous autres. Mais encore là, ça m'a vraiment permis de dire, écoute, c'est possible, on peut imaginer toutes sortes de choses, on peut les faire. Et l'option théâtre allait m'apporter quelque chose que je n'avais pas jusqu'à-là, c'est-à-dire les outils, la scène, les mots. Vraiment, moi, ancré dans les mots, dans l'écriture, dans la scénographie, dans tout ce que je pouvais avoir pour continuer.
mais dans une chose vraiment importante, créer se faisait avec les milieux, avec la communauté, et comment l'intégrer dans mon travail de création. Voilà. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, j'ai eu ma fille Annie, la pitchounette. Alors, voilà, c'est comme ça. Je te laisse. Alors, il y a 2 autres éléments qui sont passés dans le parcours que j'aimerais partager avec vous. Alors, le premier, c'est, voici mon frère. Mon frère, il est adopté, il vient du Brésil. Mes parents l'ont adopté à l'âge de 8 ans. Le voici avec mon grand-papa français, le voici avec ma grand-mère anglaise. Nous voici tous les deux dans un pub en Angleterre, The Castle Pub. On a eu la chance d'habiter dans la même ville par coïncidence pendant 2 ans. Alors, c'était bien le fun. Je voulais aussi mentionner brièvement Catherine. Catherine n'est pas sur cette photo-là, mais j'ai travaillé avec Catherine pendant 2 ans. Catherine est dans un fauteuil roulant et elle a seulement l'usage d'un bras et elle est non-voyante. Alors moi, pendant ces 2 ans-là, je l'assistais le matin pour faire sa toilette, pour l'aider à se lever, etc., etc. Le soir pour qu'elle se couche. Elle sortait au théâtre, elle sortait à la piscine, elle sortait beaucoup au pub, parce que c'est sûr, elle était britannique. Et moi, je l'accompagnais dans tout ça. Grâce à elle, j'ai aussi passé 2 ans dans une troupe de théâtre qui s'appelait Display, c'est un jeu de mots, un groupe mixte où il y avait des personnes avec handicap différents mélangées avec des personnes sans handicap physique. Alors ça, c'est moi dans ma période de cheveux blonds avec un des acteurs, Richard, qui était sur la scène. À travers Catherine, ça m'a donné vraiment un aperçu incroyable du Social Model of Disability, le modèle social du handicap, qui est une approche du handicap selon lequel, là j'ai pris la définition exacte, ce dernier ne serait pas seulement le fruit d'une déficience individuelle, médicalement constatée, mais aussi déterminée par des limites dans l'organisation environnementale et sociétale. Alors, Marc et Catherine, la conséquence d'avoir ces 2 personnes dans mes alentours m'a amené en très proche contact avec des actes racistes, avec le racisme systémique, avec les défis de taille que les personnes handicapées ont besoin de faire face. Ça m'a aussi amené à me confronter à mes propres préjugés, à réaliser qu'en grandissant, j'avais un racisme systémique en moi et à réaliser que j'avais vraiment besoin de travailler là-dessus. À ton tour. Oh, déjà? OK. Alors, si l'inclusion, on a toute une bonne volonté d'inclure tout le monde, puis je pense que si on se demande ici qui veut exclure quelqu'un, personne ne va lever la main. Je suis à peu près certaine. Mais c'est pas si évident que ça. Puis, moi, je me suis rendu compte que, j'ai eu ma fille Annie en 1985, et en cours de route, Bernard et moi, on a fait le choix d'adopter une autre fille, Sarah, qui est originaire du Mali. Pendant des années, j'ai travaillé à l'adoption de Sarah comme une folle. Vraiment, c'était fou tout ce que j'ai fait, et Bernard aussi, et Annie aussi, parce que c'était vraiment un choix de famille. Quelques semaines avant de partir pour le Mali, je suis allée à Montréal au secrétariat à l'adoption internationale. Puis, je me suis retrouvée dans une salle assez exiguë où étaient autour de moi des gens de toutes les nationalités. Toutes, sauf blancs. J'étais la seule blanche. Puis, je me suis mis à regarder autour. Puis, les odeurs, on a tous des odeurs, les gens, peu importe qui on est. Puis là, ça a fait, non, c'est pas nécessairement. C'est pas nécessairement heureux, mais c'est ça. Pour moi, je me disais, c'est pas vrai que tout ce monde-là va rentrer dans ma maison, va venir changer ma vie, va venir changer ma couleur, je vais sentir tout ça, tout ce monde-là tout le temps, il n'y en a pas question. Je me suis dit ça. Je pensais jamais que je pouvais me dire ça. Théoriquement, il n'y avait aucun problème à la différence. Aucun problème. Mais la journée où c'est arrivé dans ma vie, je me suis rendu compte que peut-être qu'il y avait plus de réticence que moi, je pensais que j'avais. Puis ça m'a dit, mais tant qu'on n'a pas vécu les choses, on ne peut pas vraiment dire si on est raciste ou non, si on exclut ou non. C'est facile théoriquement, mais quand ça nous rentre dans le corps, ça fait référence à des choses qu'on ne veut pas vivre. Et moi, ça faisait référence à l'exclusion. Je ne voulais pas vivre ce que j'avais vécu quand j'étais jeune.
Je ne dis pas que c'était conscient, tout ça. Alors, ce que je disais, c'est pas une bonne idée, Sarah elle va vivre des choses difficiles, on est au Québec dans les années 90, les personnes de race noire. Je trouvais vraiment, là, c'était pas du tout moi, c'était elle qui allait vivre des choses difficiles. Alors, j'ai commencé à argumenter ça à mon chum, puis à ma fille, puis là, ils ont commencé à me trouver vraiment énervante. Puis, la journée avant que je parte, je dis, je suis vraiment pas sûre qu'on fait une bonne idée, elle sera pas heureuse. Puis là, ils m'ont dit, écoute, viens pas, reste ici, ça te tente pas, mais nous, on part. On est parti, je me souviens à l'aéroport Charles de Gaulle, on était assis tous les trois. Je disais, regardez, j'ai dit, je suis pas sûre vraiment je suis pas sûre qu'on fait une bonne chose. Je pense qu'on devrait rentrer. Puis là, ma fille Annie, elle était vraiment extraordinaire. Elle me dit, écoute, maman, reste ici, attends-nous à l'aéroport, nous on part. C'est ça. J'ai suivi, puis j'étais encore dans cette énergie-là de, mais qu'est-ce qui va arriver? Je vais me sentir envahie. Puis quand on parle d'inclusion, peu importe, pas nécessairement de personnes qui viennent d'ailleurs, mais autour de nous, il y a une question d'être envahi. La peur de perdre qui j'étais, la peur de perdre mon identité, la peur de perdre mes repères, la peur de perdre mes valeurs, tout ça, une petite pouchinette de 22 mois. C'était pas une adulte, venait complètement bousculer ça. Alors, l'exclusion, nous aussi, on peut la faire. Quand je suis arrivée à l'aéroport à Bamako, Alimatou, qui avait Alicia dans ses bras, elle me dit, pas Alicia, Sarah, c'est-à-dire, elle dit, Sarah, regarde tes parents. Mais elle, là, 2 personnes blanches qui débarquent, elle ne voulait rien savoir de nous. Mais vraiment rien savoir, elle s'est accrochée à Alimatou, puis ça a fait, oh mon Dieu, merci, c'est parfait, on est à la même place. On est vraiment à la même place. C'est pas fait pour elle, puis c'est-à-dire, on a un chemin à faire toutes les deux en s'apprivoisant. Et son refus de se tourner vers nous, ça a été pour moi un élément déclencheur de dire l'inclusion, ça ne se fait pas parce qu'on décide « je vais t'inclure ». C'est pas vrai, ça ne se fait pas comme ça. On a nos histoires de vie, on est ce qu'on est, puis il faut qu'on fasse le chemin avec. Et la personne qui a fait le meilleur chemin avec Sarah, c'est ma fille Annie. Et je ne sais pas sans elle comment on aurait réussi à inclure Sarah dans notre vie. Elle n'avait pas ça. Et moi, je pense que c'est un salut à donner à nos jeunes, aux enfants, d'avoir cette ouverture-là d'esprit. Elle a eu une très grande bienveillance envers Sarah. Et quand Sarah est arrivée ici, c'était une jeune fille de 22 mois de race noire avec une très grande difficulté physique. Je me dis, oh mon Dieu, comment est-ce qu'on va passer à travers sa vie à elle? Alors, c'est Annie, c'est Sarah. Alors, elles ont passé des années collées comme ça, une sur l'autre. Et je pense que Sarah, le référent avec Annie était extrêmement important pour elle. Quand on est revenu ici, ma fille Annie, puis du tout là-dedans, voulait être baptisée. Fouillez-moi, en tout cas, elle voulait être baptisée. On l'a fait baptiser, puis on s'est dit, tant qu'à faire, on va faire baptiser Sarah, parce qu'on ne recommencera pas 2 fois. Fait que, on les a fait baptiser. Alors, vous voyez quand même la différence. Blonde aux yeux bleus, puis noire quand même assez foncé. C'était marquant. Et elles sont aussi différentes dans leur vie. Avant ça, et ce qui est intéressant en regardant Sarah, quand je suis allée chez ma mère après, ma mère, c'est une femme qui a ouvert ses portes à toutes sortes de monde dans sa vie, puis à beaucoup de monde. Elle nous a vraiment ouvert le cœur à toute la différence. À un point tel que quand elle a vu Sarah, elle a dit « Angèle, fais-toi-en pas. Elle va pâlir en vieillissant. » Puis je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'elle me dit ça? T'sais? Puis j'ai réalisé que c'est une femme sa grand-mère était algonquine, et toute sa vie, chez nous, en tout cas dans les Hautes-Laurentides, les enfants qui descendaient de mariages mixtes, indiens et blancs, étaient des sauvages. Elle avait été petite fille de sauvage. Et elle ne voulait pas que sa petite fille vive la différence. Et c'est comme si elle voulait m'épargner des difficultés ou elle voulait m'épargner de dire « OK, ça va être difficile, fais-toi-en pas, fais-toi-en pas. » Et ça me fait dire encore aujourd'hui, peut-être que quand des gens nous disent des choses comme ça, c'est pas tant pour nous blesser que pour nous apaiser ou nous dire « Regarde, les choses vont bien aller malgré la différence. » En tout cas, c'est ce que j'ai compris d'elle dans sa bienveillance. Au milieu des années 90, je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Je vis avec 2 filles totalement différentes, avec un conjoint qui a un métier totalement différent de moi. J'ai envie de voir autre chose, j'ai envie des choses à dire. Et l'exclusion était quelque chose de vraiment important. Alors, je suis partie pendant 1 an, Maliotenam, New York, Bolivie, Pérou, rien de moins. J'ai fait une recherche sur l'itinérance et l'errance humaine.
Ben, je regardais un peu la mienne en même temps. Et au sortir de ça, ça a été la première création du Théâtre des Petites Lanternes. En fait, moi, je m'étais toujours juré que je n'allais jamais créer de théâtre, puis à ce moment-là, ça a fait, ben j'ai pas le choix. Si je veux le faire comme je souhaite le faire, ben il faut créer le théâtre. Alors ça, c'est à New York, près de l'UNICEF où des personnes vivaient, et ça, c'est en Bolivie, dans un refuge pour les jeunes. Alors, et après, bon, ça a été la création du théâtre, et les Lanternes oubliées ont beaucoup dicté chez moi l'importance d'entendre les gens, d'écouter les gens. Et au milieu des années 80, je me suis fait dire à un moment donné, « Oui, c'est bien beau, toi, t'écoutes les gens, tes rencontres, t'écris, tu fais du théâtre social, ça, c'est vraiment fait. Mais au bout, c'est toujours toi qui écris, donc c'est ton idée à toi. Donc nous, on n'est pas plus dedans. OK? C'est pas vraiment notre parole, tu l'as changé dans ton écriture. Moi, je pensais que j'avais le droit, puis c'était correct aussi. Alors, je me suis posé la question, est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut écrire une œuvre à 100, 200, 300, 1000 personnes? Alors, j'ai cherché pendant des années, mais finalement, pour faire une histoire courte, je me suis retrouvée en France avec une compagnie qui s'appelle l'Artifice, qui avait créé un projet avec un carnet d'écriture, et c'est ce qui a inspiré toutes les grandes cueillettes des mots qui sont arrivés après et qui ont donné vraiment toute une autre temps de travail au Théâtre des Petites Lanternes en intégrant l'écriture citoyenne. Voilà, Christine. Alors, on voulait parler maintenant un petit peu sur tous ces éléments qui sont passés dans notre parcours et c'est quoi l'effet qu'il y a sur le travail qu'on fait présentement au théâtre. Alors, mis à part ma tendance workaholic, que j'ai déjà mentionnée, c'est seulement en faisant la préparation pour cette conférence que j'ai réalisé à quel point certains éléments clés de mon passé ont vraiment eu une influence sur le travail actuel. Alors, le premier, et là, je suis désolée, c'est vraiment laid, j'ai fait du mieux que je pouvais. C'est une affiche qui était tellement belle et je l'ai détruite en faisant le près de ci. Alors, si vous vous rappelez bien, je vous ai partagé le premier commentaire que j'ai eu mon premier soir à Sherbrooke avec les colocs dans la maison de mon chum. Alors, ce commentaire-là, en fait, m'a beaucoup haunted. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Alors, une des choses que j'ai fait avec ça pour essayer de le transformer en quelque chose de positif, c'est de voir est-ce qu'on pourrait entamer un dialogue, au moins, entre les artistes anglophones et les artistes francophones de la région. Alors, c'est quelque chose que j'ai mis en place avec de l'aide, avec l'aide du Conseil de la culture de l'Estrie, avec l'aide de Townshippers, avec l'aide de Elan, pour vraiment mettre en place des soirées de réseautage entre artistes anglophones et entre artistes francophones. D'ailleurs, j'en vois plusieurs qui ont assisté à ces soirées dans la salle ce matin. Alors ça, c'est vraiment quelque chose où un incident qui s'est passé a vraiment provoqué une action concrète. Et on est là dans ce moment, on vient d'avoir notre 4e, vous voyez, il n'y a pas si longtemps que ça. Ensuite, 2 des projets que je lead au Théâtre des Petites Lanternes sont Rivière de Lumière et 4 quarts. Rivière de Lumière, c'est un festival qui arrive à la fin septembre chaque année. C'est un défilé de lanternes. Enfin bref, il y a toute une semaine d'activités autour de ça. Des ateliers de lanternes, c'est ça, des petits ateliers. Ça j'ai adoré, c'était une activité de lanterne. Vous voyez une policière là qui est en train de faire les lanternes. C'était pour comme sensibilisation envers la violence faite aux aînés. Alors bref, dans ces événements-là, ce que j'ai remarqué, l'influence qu'il y a eu de mon passé envers ces événements, je vais remettre la photo de l'ambulatoire, elle est plus jolie, c'était la rue et ma relation avec la rue. Alors, je ne suis pas une fille du plein air comme on le comprend ici. Pendant les 6 mois, oui, les 6 mois d'hiver qui existent ici, je me mets à l'intérieur. Je n'aime pas la neige, je n'aime pas avoir froid, je me mets à l'intérieur. Mais par contre, j'adore être dehors dans la rue quand vient l'été. Et j'adore rencontrer les gens dans la rue. Et ça, c'est vraiment quelque chose, quand on a déménagé de pays en pays, on veut aller à la rencontre des gens. Alors, notre projet de Rivière de Lumière et notre projet de 4 quarts, où on a nos promenades et on va voir les fêtes de quartier cette année, sont des exemples de cela. Il y a quelque chose de vraiment très, très démocratique quand on est dans la rue. Si on est dans une salle de spectacle, on va toujours avoir comme la rangée devant de chaises réservées, VIP, blablabla, blablabla. Quand on est dans la rue, non, tout le monde est là, tout le monde est égal et c'est vraiment rafraîchissant. La deuxième chose, c'est la nourriture. Quand on fait des rassemblements de famille, quand on se revoit chaque 6 mois ensemble, la nourriture, elle est présente. On adore manger, on adore faire des grands soupers, on adore faire des grands soupers concept. Quand tu es nourri, quand tu es entouré de gens, quand tu es entouré de belles choses, eh bien, ça se passe bien. Alors,
que ce soit le projet 4K ou le projet Rivière-du-Lumière, on a toujours inséré de la nourriture à l'intérieur de ça. Par exemple, avec 4K, je vois que Émilie est là, La Feuilleteillère, ils avaient fait par exemple un 4K pour un de nos quartiers de 4K. On avait fait des partenariats avec 4 boulangers, pâtissiers, cafés différents. Alors, on a créé un marché de nuit avec la nourriture à l'intérieur de Rivière-du-Lumière. Moi, j'ai toujours trouvé que quand la nourriture est là, c'est plus facile d'inclure les gens dans une aventure. Alors, la nourriture est restée comme vraiment principe fondateur, je dirais, des projets. Ensuite, mon frère, d'avoir vu comment mon frère s'est battu, plus que nous, pour toujours trouver sa place au sein d'une société. J'ai toujours voulu voir comment est-ce qu'on peut faciliter l'inclusion du peuple qui vient d'ailleurs dans nos projets. Quelqu'un m'avait dit, fait une comparaison vraiment magnifique, qui était la comparaison entre la pêche et la noix de coco. Alors, la pêche, quand on pense un petit peu plus aux sociétés du Nord, c'est des pêches. Ça veut dire qu'à l'extérieur, c'est mou, parce qu'on a plein d'organismes, on a plein de structures qui nous facilitent l'arrivée dans un pays. Alors, on sait qu'il y a des OBNL, qu'il y a des organismes, qu'il y a des instances gouvernementales qui vont nous donner des informations sur comment trouver nos logements, comment trouver notre appartement, comment faire ci, comment faire cela. Mais une fois qu'on arrive dedans, il y a comme quelque chose de dur, il y a une noix dure. Ensuite, c'est comme un petit peu plus difficile de se faire inviter à une fête ou inviter à quelque chose. Alors ça, c'est la pêche, les sociétés du Nord. Les sociétés du Sud, c'est des noix de coco. Parce que à l'extérieur, c'est vraiment dur parce que tu arrives là et tu es comme « Oh my God, where have I landed ?» Comme c'est vraiment difficile de naviguer. Mais par contre, tu vas arriver et après un jour, tu te fais inviter au baptême du petit enfant qui est au coin de la rue, tu te fais inviter à mariage, tu te fais inviter à ceci, cela, et tu fais déjà partie d'une communauté, tu ne passes pas un seul moment tout seul. C'est sûr qu'il y a plein d'enjeux, il y a plein de défis, ce n'est pas tout rose, mais voilà, c'est un petit peu comme les deux structures. Et ça m'avait toujours comme, quand j'ai appris ça, quand quelqu'un m'a partagé ça, je trouvais, oh oui, c'est ça. Et je veux tout faire ici, dans le Nord, pour que quand les gens arrivent et on est à la pêche et que c'est mou à l'extérieur, que dans ce cas-là, on peut aussi trouver des moyens pour que le noyau intérieur soit un petit peu plus mou. Alors, Rivière-du-Lumière, 4K, c'est des choses dans ma tête qui peuvent peut-être permettre d'essayer d'inviter des gens à participer à ces fêtes. Alors, par exemple, pour Rivière-du-Lumière cette année, on met un focus sur l'Amérique latine et on a invité un groupe mixte de latino-québécois et de gens qui viennent d'ailleurs à former ce groupe. Alors, ensemble, et il y en a 3 dans la salle ce matin, ensemble, on va regarder comment on peut regarder l'ici et l'ailleurs et comment on peut créer quelque chose d'unique qui nous appartient à nous tous. L'autre chose, c'est la fête. Je parle beaucoup de fête, mais en changeant de pays, en étant la fille du directeur, ta famille devient vraiment le cœur, le nucléus. C'est l'endroit où on fête, c'est l'endroit où on rêve. Alors, j'adore les fêtes, j'adore les rassemblements, j'adore le sentiment de créer quelque chose qui est pour tout le monde, que tout le monde puisse y accéder, que tout le monde soit invité à la fête et que tout le monde puisse avoir sa voix. Ultimement, j'ai passé ma jeunesse en tant que fille du directeur en voulant être invitée à la fête. Et je crois que dans ma vie d'adulte, j'ai tout fait vous voyez, c'est les larmes, pour ne jamais me sentir comme cela. J'allais être la personne qui allait être invitée à la fête. Voilà, c'est à toi. Alors, dans ces choses-là qu'on a en commun, Christelle et moi, je pense que la fête, le chant, la danse, c'est quelque chose qu'on aime, être ensemble et être heureux, avoir des moments de bonheur aussi. Quand tu parlais aussi de manger, moi, je me souviens, entre les années 80-90, avec 4 amis artistes, 4 femmes, on avait créé le théâtre expérimental La Gorda, La Grosse. On adorait ça, parce qu'on trouvait que la création se trouvait dans nos bourrelets créateurs. Et pour les entretenir, à chaque rencontre, on allait manger. On faisait exactement la même chose. La nourriture a toujours été vraiment importante. Qu'est-ce qui reste de tout ça pour le Théâtre des Petites Lanternes? Pour moi, c'est accepter de ne pas savoir, oser, prendre des risques. Et c'est là que le chemin va se développer. On ne peut pas savoir avant d'avoir commencé la route. Et on ne peut pas imaginer tous les problèmes parce que probablement qu'ils n'y arriveront pas. Puis c'est probablement pas ceux-là qui vont se présenter dans le chemin. Donc, accepter de ne pas savoir, avancer, créer avec, faire avec et avoir cette audace-là de prendre des risques. Parce que qu'on en prenne ou qu'on n'en prenne pas, on va se tromper probablement quelque part dans notre vie, assurément. Alors, pourquoi pas oser?
Le projet dont je vais vous parler, c'est Mutation. Alors, Mutation, c'est une des grandes cueillettes qu'on a fait. Il y en a eu d'autres, mais je ne vais pas vous en parler, mais je vous parle de celle-là, un peu comme comment forcer l'inclusion. Je le dirais un peu de cette manière-là. Mutation, c'est une création de grandes cueillettes qu'on avait prévu faire dans le cadre de Capital culturel, le fameux projet qu'on devait avoir, qu'on n'a jamais eu. Mais nous, on s'était mis en marche pour ça. On voulait vraiment faire, dans ce contexte-là, faire une grande cueillette qui allait intégrer toutes même s'ils sont plus nombreux ici, il n'y en a presque plus, les communautés autochtones, anglophones, francophones. On était vraiment, vraiment dans cette allée-là, dans cette aire d'allée-là, avant que tout ça tombe. Mais est arrivé les Jeux du Canada, on a eu comme une possibilité de dire, bien oui, mais vous pouvez quand même vous insérer dans le cadre des Jeux du Canada. On a pris cette voie-là, mais on a peut-être un peu forcé la dose parce que le projet était plus grand que ça, avait besoin de plus d'espace. Et nous, on l'a comme obligé à le rentrer dans un contexte qui n'était pas nécessairement prêt à recevoir ça. Et ce que ça nous a amené, c'est de dire, les grandes cueillettes, pour que ça fonctionne, il faut que ça vienne du milieu. On ne peut pas les imposer. Elles doivent être appelées. Et nous, comme artistes, quand on est appelé, notre préoccupation, c'est de savoir qu'est-ce que moi, comme artiste, je peux faire avec ça. Comment est-ce que mon rôle de créatrice, d'autrice, de metteur en scène peut faire en sorte que je peux prendre ces paroles-là, les amener dans mon travail, puis ensemble élever un peu plus la réflexion. Ensemble porter notre imaginaire au-dessus des montagnes ou des difficultés pour se pousser plus loin, individuellement et collectivement. Alors, pour moi, Mutation, ça a été vraiment un travail avec les interprètes qui ont été d'une générosité incroyable, avec tous les créateurs. Mais comme artiste, ça m'a vraiment appris que ce processus-là de création chez nous, il doit se faire avec et venir des milieux aussi. L'autre chose pour Mutation, qui était vraiment, on était en 2012-2013 dans ce processus-là, mais qui est vraiment venu apporter une mutation, un changement et une inclusion au théâtre, c'est l'arrivée de Christelle. Voilà, elle est arrivée avec nous dans ces années-là, dans ce grand virage-là. Je dirais, elle a apporté un virage, un vent de fraîcheur, une authenticité, puis aussi des valeurs communes partagées. Et c'est un souffle pour nous, et c'est encore un souffle. Alors, c'est vraiment heureux qu'elle soit là. Alors, c'était une mutation, pas seulement pour comment voir les créations, mais comment le théâtre allait lui-même emboîter le pas vers autre chose et s'ouvrir à autre chose. Est-ce que tu veux montrer des photos? Ah oui, ce serait bien, hein? Alors, bon, là aussi, le rond défait un peu, mais en même temps, il donne le caractère réel que le personnage avait. Ça, c'est intéressant là-dessus. Voilà, alors on voit Élise Legrand, entre autres, son nom m'échappe. William Black? William, oui, c'est ça, exactement. La scénographie de Chloé Hallyday. Le travail de Simon Durocher-Gosselin, Élise Legrand. On voit aussi encore la scénographie de Christelle. Et, ah oui, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Hein? Ça, c'est aussi vraiment intéressant. L'année d'avant, j'avais exploré quelque chose entre les voix et la musique avec des musiciens de l'orchestre symphonique. Et je me suis dit, tiens, on va intégrer l'orchestre à une grande cueillette, pourquoi pas? Bien, pas l'orchestre, des musiciens symphoniques. Alors, avec René Béchard qui a dirigé le travail, on a ajouté ça aussi en plus. C'était intéressant ce que ça donne au niveau artistique. Au niveau des coûts, c'est quelque chose. Puis et ce que ça fait, c'est que tout ça fonctionne, mais encore là, la question qu'il fallait se poser, c'est est-ce que ça répond à un processus que les grandes cueillettes veulent faire? Voilà, merci. Alors, quand j'avais travaillé avec Catherine pendant les 2 ans, Catherine qui était la fille qui est en fauteuil roulant, et que j'avais passé les 2 ans dans la troupe de théâtre que j'avais mentionné, j'ai vraiment pensé que j'avais une vision plus approfondie et plus claire du monde des personnes handicapées. Et j'ai voulu intégrer cela, je voyais l'importance, j'ai voulu intégrer ça dans le cadre de nos grandes cueillettes démo, dans les ateliers qu'on a fait la grande cueillette démo à Lac-Mégantic. Et j'ai appris que j'y connaissais vraiment rien, et je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme gênant de l'avouer, mais j'ai comme mélangé dans ma tête la santé mentale et la santé physique, et je me pensais capable et prête d'engager avec les deux. Alors, dans la Grande Cueillette démo, j'ai fait des ateliers dans un centre d'éducation pour adultes dans les classes spécialisées. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je vivais dans une bulle gigantesque
Et que c'était la première fois que je pétais ma bulle de cette manière-là. Et je ne me rappelle même pas si j'ai fait un atelier, 2 ateliers ou 3 ateliers cette journée-là. Mais j'ai réalisé que quand j'étais là, heureusement qu'il y avait des professeurs qui m'accompagnaient, parce que je n'étais vraiment pas outillée de faire cet atelier avec cette classe-là. Je ne savais pas comment interagir avec les jeunes adultes. J'étais complètement bloquée, j'étais paralysée. Comment est-ce que je pouvais rentrer en discussion avec eux? J'ai fait l'atelier de la meilleure manière que j'ai pu, en remerciant dans ma tête ces professeurs à chaque seconde et en souhaitant que l'atelier se termine le plus rapidement possible. J'ai pris la route de retour à Sherbrooke et j'ai vraiment réalisé dans la bulle dans laquelle je vivais. Et le fait que je vivais dans cette bulle faisait vraiment que j'avais créé une peur en moi de ces gens-là, des autres. Cette même peur ridicule m'habite aujourd'hui. En haut où j'habite, il y a une femme, Rina, qui habite avec son enfant adulte, qui a le Down syndrome. Et je ne sais pas encore à ce moment-ci, aujourd'hui, comment lui parler. Et puisque je ne sais pas comment lui parler, puisque je me dis que je ne sais pas comment lui parler, que j'ai vraiment un mur, que j'ai vraiment un bloc, eh bien, je continue à éviter ce contact-là et à être dans ma bulle. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris comme, OK, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? À toi. À venir jusqu'à aujourd'hui, avec le Théâtre des Petites Lanternes et dans les créations, on a voyagé. On a travaillé beaucoup en Estrie, on a travaillé en Amérique du Sud, en Amérique centrale, sur le continent africain, en Asie, en Europe. Et tout ça est venu transformer notre façon, en tout cas ma façon de voir le monde, ma façon aussi de voir la création. En 2010, on revenait du Brésil, où on a fait un projet fou, titanesque. Je vois Pierre, Pierre nous avait accompagnés, et Pierre d'ailleurs qui a suivi presque toutes nos productions. Merci Pierre de nous avoir accompagnés tout le temps, avec ton œil de vidéaste et de réalisateur et de créateur. Je suis désolée, j'ai besoin d'un mouchoir. Est-ce que quelqu'un a un mouchoir? Voilà. Donc, à ce moment-là, en 2010, c'est le séisme qui arrive en Haïti. Et on est interpellé par Oxfam et par la Fondation One Drop pour voir est-ce qu'on peut faire une grande cueillette. Est-ce que c'est possible, dans une tragédie comme celle-là, de faire une grande cueillette des mots? Alors moi, j'ai dit, ben oui, hein, tout est possible, hein, au bord des montagnes. Alors j'ai dit oui. Et je suis partie pour Haïti 3 mois après le séisme, où tout était déconstruit. Et quand je suis arrivée, j'ai dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que vous allez faire? Et nos compagnes artistes ont dit, bien Angèle, on a tout, on a notre culture, OK, on y va. Et c'est comme ça qu'on a commencé à construire Haïti, parole Atlantiel, donc Haïti, parole de pluie et d'arc-en-ciel. Pour faire les grandes cueillettes, on s'est promené de tas de pierres en champs, en camps de réfugiés, en dessous des toits de tôle. Et une journée, on est allé dans un grand site qui s'appelle Accra, où des femmes nous ont attendus très, très longtemps en dessous d'un soleil fou, et on était pris dans la circulation. Quand on est arrivé, elles étaient impatientes, en colère, avec raison. Et ma collègue Dievella de Totobé a commencé à expliquer qu'est-ce qu'on faisait là. Mais elles m'ont regardée, moi. J'étais la seule blanche. Et honnêtement, en vivant avec Sarah, toute ma vie, même si j'avais voyagé au Congo et tout, je n'avais jamais réalisé que j'étais blanche. Et là, oui, je suis blanche. Et les regards sur moi, les femmes, il y a une femme qui s'est levée et elle me dit, oui, madame, mais vous, qu'est-ce que vous avez à nous donner? Puis elle nous montrait l'espace dans lequel ils étaient. Puis on est dans l'urgence, là, tu sais, vous, les artistes, qu'est-ce que vous venez faire ici? Et là, je me suis mis à regarder autour, puis j'étais un peu bouche bée devant ça parce que j'avais rien. Puis je lui ai dit, bien, j'ai rien à vous donner, mais non seulement j'ai rien à vous donner, mais j'ai besoin de vos mots, j'ai besoin de vos paroles, parce que je pense qu'avec la création, on peut les amener plus loin, puis on peut travailler avec vous là-dedans. Et tout d'un coup, elle me dit, bien oui, mais il y a plusieurs Blancs qui ont pris nos mots, puis ils ne nous ressemblent plus après. Bon, qu'est-ce qu'on fait dans ça? Moi, tout ce que je peux dire, c'est que je vous demande votre confiance, puis je m'engage à venir vous montrer qu'est-ce qu'on aura fait, à écouter ce qu'on aura écrit. Puis elle a dit, OK. Alors, ils se sont mis à écrire
sous une chaleur folle dans cet abri de fortune-là. Elles ont écrit, et quand ça s'est terminé, elles se sont toutes levées. Et elles se sont mises à chanter en polyphonie, comme elles savent si bien le faire. Et j'étais vraiment émue devant ça. Et elles m'ont dit, écoute, on prie pour toi. C'est un chant de prière et on accepte de te livrer ces paroles-là et on est confiante que tu vas venir nous les redonner. C'est une confiance extrêmement grande, c'est une responsabilité énorme aussi. Alors, on est parti, on a créé le spectacle et c'est la compagnie là-bas qui faisait la mise en scène. La metteur en scène avait une vision différente de moi, mais c'était tout à fait correct, c'était elle qui faisait la mise en scène. Et elle a fait une mise en scène avec une structure en plywood, un plancher de 20 par 20, avec des murs de plywood tout le tour, les 3 murs, de 4 par 8 de haut, qui fermaient totalement. Et tout ça était recouvert d'un tissu blanc qui était enlevé, cousu et remis à chaque création. C'était extrêmement lourd. Tout ça était sur des 2 par 4. Vous imaginez, sinon tu peux avoir une idée de ce que ça pouvait représenter dans les mondes en Haïti, dans les saisons des pluies, ou même pas à pied, ça circule. Mais tout ça a fait que, quand même, c'était sur scène, c'était très beau, le visuel était très beau, il y avait du son, il y avait des éclairages, c'était extraordinaire. Elles sont retournées au Grand Camp Accra. Elles sont installées sur le grand terrain de football à côté du camp et ils ont commencé la représentation. Mais 5 minutes après, ça s'est arrêté. Parce que les gens ont vu, oui, mais il y a de la richesse dans ça. Nous, on n'a rien. On n'a rien. L'image était plus forte que les mots. Et les gens se sont mis à approcher la scène et à vouloir aller chercher les micros, les éclairages, parce que les gens n'ont rien. Et on arrivait avec quelque chose de super beau sur la scène. Et on a dû, j'étais pas là à ce moment-là, mais toute l'équipe a dû sortir vraiment en urgence parce que tout allait être pillé à ce moment-là. Je me suis dit, merde, on a vraiment passé à côté. On a vraiment passé à côté. Et il y a eu 100 représentations à peu près en Haïti avec cette formule-là. Et après, Oxfam m'a demandé de retourner, refaire une mise en scène plus sobre qui allait pouvoir aller partout. Alors, j'ai retravaillé le spectacle comme ça. Alors, vous voyez, c'est extrêmement différent. C'est un tapis de sol. Et là, on était partout. On était dans les montagnes. On pensait qu'il y aurait peut-être avoir 30, 40 personnes, mais à chaque spectacle, il y en arrivait 100, 200, 300, 400. Les gens arrivaient avec leurs chaises, leurs bancs, leurs bébés. Tout le monde entourait le lieu de la création. Et là, je me suis dit, OK, on vient de réussir quelque chose. Et on a eu vraiment j'ai eu vraiment le sentiment de redonner ce qu'on nous avait donné. Il y a eu 275 représentations de cette création-là avant d'arrêter la tournée. Et quand ça s'est terminé, tout ce monde-là, chaque fois, nous disait « Merci, vous nous avez entendus ». Alors, j'étais vraiment heureuse de ce qu'on avait fait. Voilà, à toi. Et tout simplement, pour arriver à la fin, ce que j'ai appris oh my God, that sounds pathetic. Ce que j'ai... dans le travail, dans le parcours, dans le travail au théâtre, que chaque fois que tu inclus une personne ou un groupe ou une culture, tu vas exclure un autre. Alors, j'ai appris à accepter qu'on ne peut pas tout faire, mais qu'on doit être vraiment bien avec ce qu'on choisit de faire. Et qu'on doit aussi ne pas rester sur le status quo, on doit toujours chercher à trouver quoi d'autre on peut faire aussi. Mais de voir aussi qui est là, mais aussi, surtout, de regarder qui n'est pas là dans la salle avec nous. Et pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas là? Est-ce qu'ils doivent être là? S'ils doivent être là, si oui, comment? Est-ce qu'ils veulent être là? Quels sont nos rôles et nos responsabilités dans ça? Qui inclut à qui dans tout ce parcours? Et aussi, dans l'inclusion, au Théâtre des Petites Lanternes, à partir de maintenant, on vient de joindre à nous une 3e co-direction artistique qui est Amélie Bergeron, avec son regard, sa façon de faire, qui va, pendant les 2 prochaines années, nous accompagner. Mais pour terminer sur ce thème-là, pour moi, l'inclusion, c'est d'abord et avant tout assumer ses choix. C'est accepter d'avoir peur, accepter de ne pas savoir, oser prendre des risques et savoir que nécessairement, quelque part, on va se tromper. Il y aura sûrement quelqu'un qui va nous le dire, mais ça va nécessairement arriver. Pour moi, c'est par là que passe la transformation.
la transformation individuelle et la transformation collective. Puis c'est ça le pouvoir des arts aussi, de nous transformer dans notre propre processus créateur. Et quand la création arrive, elle est aussi porteuse d'une transformation. Et je pense qu'en quelque part, c'est aussi une voie de liberté. Merci.